Ouais, bah, on va évidemment longuement parler de ton livre parce que bah, c'est quand même pour ça qu'on t'a invité. Mais je voulais commencer par dire 2 mots sur ton parcours, même si tu es devenu une personnalité médiatique, puisque je pense que tu es l'un des très rares économistes de gauche qu'on voit beaucoup à la télévision, d'ailleurs on en parlera. Il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas, donc tu es né en 77, tu as grandi en Seine-Saint-Denis, tu es docteur en économie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta rencontre avec cette matière? À quel moment tu as décidé de devenir économiste? En fait, ça a mis un certain nombre d'années. En fait, j'ai eu la chance, moi, d'avoir le temps de choisir. Ce qui est pas le cas de beaucoup de jeunes aujourd'hui, qu'on va parfois orienter parce que ils ont des résultats scolaires moins bons. Moi, j'avais des résultats très moyens, très, Mmh. très moyens. L'économie au lycée me plaisait pas du tout. Je crois que j'ai eu une seule note au-dessus de la moyenne. C'est la première. Je me souviens. En option en seconde, j'ai eu 11. Et après, j'ai eu tout le temps jusqu'au bac 9. J'ai été à la fac et à partir de la licence, j'ai même été, ça a été très dur en DUG. À l'époque, c'était L1, L2. Ouais, je m'en souviens. J'ai mis, moi, je crois que j'ai fait ma L3 en 5 ans, donc j'ai redoublé 2 fois. Et en fait, c'est venu à partir du master 1. Tu vas m'y croyant vos rêves. Voilà, ouais, j'ai eu un déclic. Non, mais c'est pas ça que, moi, je trouve qu'il Non, mais c'est rassurant pour tous les gens qui galèrent à la fac. Parce que t'as quand même un doctorat d'économie. voilà, en fait, il faut laisser le temps au temps. Parfois, il y a des gens, il y a beaucoup en économie. Moi, il y a un prof, un très grand prof qui s'appelait, alors attends, comment il s'appelait? Bon, un prof d'HPE que j'avais eu à la Sorbonne, qui avait dit pareil qu'il avait eu le déclic en master, un prof d'histoire de la pensée économique, qui m'a dit en master, j'ai eu ce déclic et j'ai adoré la matière. Donc, ça met parfois du temps, ce qui prouve que, en fait, voilà, parfois, tu travailles, t'as pas beaucoup de résultats, et à un moment, il y a un truc qui va te plaire et t'as la maturité et t'as le déclic. Donc, parfois, les choses mettent du temps. Et je trouve qu'aujourd'hui, on veut que tout arrive rapidement. On veut tout de suite orienter des gens dans des filières, alors qu'il faut se laisser parfois le temps. En fait, j'ai fait un Erasmus quand j'étais en troisième année. Je voyais que j'avais du mal, donc j'ai dit je vais partir à l'étranger une année pour voir ce qui se passe. Et je suis parti à Budapest, un ancien pays qui passait de l'économie planifiée à l'économie libérale. C'était fin des années 90. À l'époque, c'était plutôt un pays de l'Est qui était vraiment, c'était pas le Budapest d'aujourd'hui. Et j'y étais. Et là, le fait de partir à l'étranger, d'être mélangé avec des gens qui faisaient d'HEC je sais pas, il y a eu un truc qui s'est passé. Et quand je suis revenu après, j'ai travaillé. D'accord. J'ai travaillé beaucoup plus ma matière. Parce que ce que tu me disais lors de l'un de nos entretiens, parce qu'on se connaît quand même un peu et on s'est pas mal, enfin voilà, je t'ai pas mal interviewé. Tu me disais quelque chose d'intéressant. Tu me disais que toi, l'économie, ça t'avait aidé à comprendre ce que tu vivais quand tu étais gamin et quand tu voyais les pères de les pères de tes camarades de classe sombrer dans l'alcool parce que leur usine avait fermé. Ouais. Ça peut servir à ça aussi, l'économie. En fait, vous savez, moi je pense qu'il y a beaucoup dans les combats que l'on mène. Alors, il y a aujourd'hui beaucoup de combats qui sont, surtout avec les réseaux sociaux, de l'ordre de la posture. Moi, je vois, il y a beaucoup qui partagent. On prend une posture. Alors, c'est toujours plus simple de prendre une posture. Moi, je l'ai dit, pas pour sauver un dauphin dans un aquarium, où là, vous allez voir un C'est dauphin. important, les dauphins. Voilà, mais ouais, mais c'est très important. Mais je veux dire, vous mettez demain, les vidéos qui sont les plus vues sur les réseaux sociaux, c'est des vidéos de chats. Donc, vous mettez demain un dauphin qui est en très mauvaise posture et qu'il faut sauver. Et vous allez avoir un partage de plus d'un million de partages où vous dites oui, sauver tel truc. Il y a des choses qui sont vachement plus instagrammables. Et tu as d'autres choses, si vous mettez sur Instagram une augmentation du SMIC, ça n'intéresse personne. Ouais. Alors que l'augmentation du SMIC touche beaucoup de personnes. Si vous mettez sur les réseaux sociaux, je sais pas moi, créer plus de postes de fonctionnaires dans la petite enfance, bon, ça va pas faire beaucoup de likes. Et donc, moi je pense que c'est important, en dehors de la prise de position de posture, d'avoir parfois une histoire, un vécu. Et c'est vrai que moi, comme j'habitais à côté d'une zone industrielle au Bourget, j'ai grandi là, entre la zone industrielle du Bourget et de Blanc-Ménil, où il y avait Alstom, par exemple. Et là, on a vu les premières fermetures. Et on a vu des SDF dans les villes arriver, qui étaient des SDF, qui étaient parfois des parents de camarades de classe, que tu voyais devant le prise unique à l'époque, faire la Manche, etc. Donc, on a vu ça. 80, 90. Les années 80, 90, Ouais, ça ouais. commençait. Et en fait, au début, on ne perçoit pas ça quand on est enfant, mais c'est vrai que quand j'étais en Master 1, qu'il y a eu un cours où on a dit que le libre-échange allait favoriser une partie de la population, notamment les plus diplômés, et porter atteinte aux moins diplômés, notamment parce qu'ils subissaient les importations, et que c'était finalement un paradoxe et qu'on avait quand même choisi d'y aller, j'ai compris en fait que les licenciements, l'appauvrissement d'un certain nombre de personnes en banlieue ou même ailleurs, on pourrait prendre les territoires du Nord, étaient dus à un choix politique. Parce que tout est en fait politique. Aujourd'hui, ce qui se passe à l'hôpital, c'est un choix politique qu'on a fait sur les budgets. Ce qui se passe à l'université où il y a beaucoup de précaires, c'est un choix politique. À la base, en fait, c'est pas quelqu'un qui est moins bon et donc qui n'a pas eu le poste, un médecin étranger qui est moins qualifié. C'est des choix politiques qui amènent à ce qu'il y ait une précarisation d'un certain nombre de personnes. Et tu as fait ta thèse sur l'énergie, d'ailleurs. Je crois que le premier bouquin que j'ai lu de toi, c'était un livre sur les pétroles. Oui, tout à fait. Ouais. Pourquoi cette thèse sur l'énergie? Pourquoi est-ce que justement c'est un sujet politique, l'énergie? J'avais fait une thèse, en fait, j'avais fait une thèse sur le pétrole, notamment en République du Congo.
j'avais travaillé là-bas et en fait, ce que j'avais montré dans ma thèse, c'est que on dit souvent, oui, les pays pétroliers africains sont pauvres parce qu'il y a de la corruption. Alors, c'est vrai qu'il y a de la corruption. Il y a beaucoup de corruption. On a des présidents parfois qui sont très riches, etc. Mais en même temps, je me suis dit que si moi, je prenais la tête de ces pays, sans être corrompu, j'aurais vraiment du mal à les développer. Pourquoi? Parce que leur économie dépend majoritairement d'un bien, le pétrole, dont le prix est déterminé à l'extérieur sur les marchés financiers, donc qui peut fluctuer très fortement. Le pétrole est exploité par qui? Par des compagnies multinationales privées. Ils n'ont pas leur compagnie publique. Donc, c'est elles qui décident des volumes et qui disent aussi quelle est la rentabilité d'un puits de pétrole. Et donc, dans ces conditions, se développer, c'est très, très compliqué. Donc, moi, j'ai fait ma thèse vraiment sur le cas d'un petit pays pauvre africain, mais ça aurait pu être aussi un petit pays pauvre asiatique ou un petit pays pauvre d'Europe de l'Est. Comment tu arrives à essayer de te développer et de créer des financements avec une industrie aussi fluctuante que celle du pétrole? Tu te définis comment sur le plan intellectuel aujourd'hui? T'es un économiste de gauche, un économiste engagé, un économiste tout court? Moi, alors, économiste de gauche, ça veut plus rien dire pour moi. Alors pourquoi ça veut rien dire? Parce que être de gauche, alors là, je pense que tu perds tout le monde avec ça, parce qu'il y a eu des gens de gauche qui ont appliqué des politiques de droite. On l'a bien vu avec. Alors, on peut dire qu'après François Hollande n'est pas de gauche, mais lui, il se définit comme quelqu'un de gauche, donc c'est très compliqué. Et puis, il était d'ailleurs avec le NFP. Donc, être de gauche et baisser les dotations sur l'université, ou être de gauche et faire le CICE et faire la loi travail. Parce qu'aujourd'hui, là, les licenciements d'Auchan, de Michelin sont facilités par les lois travail. Parce qu'on peut licencier quand on a une baisse d'activité économique. On peut licencier aujourd'hui quand on fait des bénéfices ailleurs, alors qu'avant, ce n'était pas possible dans les lois travail. Donc ça a été des choix qui ont été faits par des hommes de gauche. Donc être de gauche, c'est très difficile aujourd'hui à définir. Normalement, être de gauche, c'est être pour les politiques sociales, meilleure redistribution, etc. Mais il y a eu tellement de gens qui ont mis à mal cette idée. Est-ce que pour autant, il faut arrêter de le défendre? Est-ce qu'il faut arrêter de défendre cette idée qu'il y a quand même une... Bah oui, parce qu'après, on va... Des camps qui défendent des intérêts. Après, on va te mettre avec... je sais pas, tu vas te retrouver sur un plateau avec Manuel Valls et on va dire, il y a deux hommes de gauche. Non, on n'est pas non, et puis vous avez notre ancienne première ministre qui va se dire, oui, je suis une femme de gauche, ou Gabriel Attal, je venais de la gauche. Non, mais ça veut plus rien dire maintenant. Non. Moi, oui. Alors, je vais me définir bien sûr plutôt de gauche ou hétérodoxe contre le discours dominant. Mais c'est vrai que le mot gauche a été tellement galvaudé que c'est très difficile aujourd'hui de... Non, c'est surtout ce que tu fais qu'il faut vérifier. Voilà. Ouais. Alors, tu viens d'utiliser un terme hétérodoxe. Est-ce que tu peux le définir? Parce qu'à ma connaissance, l'économie, c'est la seule discipline en France. On a inventé ce truc d'orthodoxie et d'hétérodoxie. Il y a des gens qui pensent bien, donc ils sont orthodoxes, ils sont dans la pensée dominante. Puis il y a des gens un peu les vilains petits canards qui sont hétérodoxes. Est-ce que tu peux définir un peu ce terme-là? En réalité, c'est plus compliqué que ça. Là, c'était une façon surtout de se définir dans les débats. Mais les orthodoxes, c'est ceux qui voyaient l'économie quand même autour du marché. C'était le marché qu'il fallait qu'il régule l'économie. Il y a tout un cadre de pensée en fait orthodoxe qui met le marché au centre des réflexions. Et donc, dans ce cadre-là, si tu fais de la relance, ça crée de l'inflation. Si tu fais de la relance, ça marche sur le court terme et pas le long terme. Et donc, on reste bloqué dans ce cadre où, in fine, il faut créer que des incitations pour corriger le marché, mais laisser le marché faire. Et les hétérodoxes, et d'autres courants, les courants marxistes, courants keynésiens, qui eux voient les choses complètement différemment. Donc c'est des questions de modèles économiques qui sont discutées parfois à la fac, mais après, aujourd'hui, vous avez des gens qui ont des pensées de gauche et qui sont très orthodoxes dans leurs recherches, qui vont sur les inégalités, par exemple, mais qui restent quand même dans le cadre. Et moi-même, sur mes recherches académiques, je publie dans des revues anglo-saxonnes, donc j'ai quelque chose, finalement, on peut qualifier d'orthodoxe. Mais dans la pensée, dans la structuration de la pensée, quelqu'un d'orthodoxe, c'est quelqu'un qui pense, voilà, qu'il faut laisser quand même faire le marché. Donc, s'il faut laisser faire le marché, comment tu corriges le marché? Tu fais une petite taxe carbone, tu corriges le marché. Tu vois, quand tu penses que c'est pas le marché de centre, tu fais autre chose. Voilà. Et c'est pas plus facile quand même quand on veut faire une carrière académique, quand on veut entrer à l'université, quand on est un économiste orthodoxe justement? Est-ce que c'est pas plus facile d'avoir accès à certains postes? Si, c'est quand même plus simple parce que les orthodoxes sont les grands professeurs dans la majorité aujourd'hui à l'université. Et donc, quand vous avez un grand professeur, vous avez plus de chances de rentrer à l'université. Mais après, c'est quand même les budgets qui ont été... Parce que vous savez, dans les années 70, il y avait déjà beaucoup de vacataires à l'université. Et à l'époque, les vacataires se sont rebellés. Et les budgets ont augmenté. Et Mitterrand, il a dit à un moment, tous les gens qui travaillent depuis plus de 2 ans à la fac doivent avoir un statut. Il leur a donné un statut. Voilà. Aujourd'hui, vous avez les universités qui tiennent qu'avec des vacataires. C'est-à-dire des gens qui ont des doctorats et qui n'ont pas de poste. Pour X, Y raison idéologique, mais aussi raison qu'il n'y a pas de moyens. Donc, si les politiques avaient mis les moyens sur la table, il y aurait probablement plus de pluralité
parce qu'il y aurait des grands professeurs orthodoxes qui auraient placé leurs élèves orthodoxes, mais il y aurait aussi des hétérodoxes qui auraient pu placer les leurs. Et comme là, aujourd'hui, il y a une forme d'austérité budgétaire, eh ben, c'est vrai que les grands professeurs étant majoritairement des orthodoxes pour les raisons que tu viens de citer, eh ben, vous avez petit à petit, génération après génération, une élimination de ce qu'on pourrait appeler les économistes hétérodoxes. Ouais. Mais sur les plateaux de télé, on voit quand même plus souvent des économistes orthodoxes, hétérodoxes. Ouais. En gros, enfin, il y a sur les plateaux de télé où il y a toi, un peu Gilles Ravaud qu'on a interviewé la dernière fois. À un moment, Frédéric Lordon, enfin, qui aujourd'hui est très très discret, mais je crois que lui c'est par volonté de y aller. Voilà, mais c'est vrai que l'espace médiatique est saturé par des économistes qui pensent que le marché c'est bien. Ce qui est grave, en fait, moi, ce que je trouve problématique, c'est qu'effectivement, il y a des économistes de gauche qui arrivent à aller à la télé, Gilles Ravaud, moi, Thomas Piketty, qui a évidemment Thomas Piketty, bien sûr, Julia Cagé, Zuckman aussi. Mais après, les éditos, les journalistes, les éditos du matin, de toutes les chaînes, eh ben, c'est la même pensée. Vous regardez par exemple sur des mesures aussi importantes que l'ISF, la réforme de l'ISF. L'impôt sur la fortune. Voilà, baisser les impôts. Alors, on va répéter, c'est donner 4 milliards de baisse d'impôts aux 1% les plus riches, c'est-à-dire ceux qui ont 25% du patrimoine, 25% de ce qu'il y a dans l'immobilier et dans les comptes en banque. Ceux qui détiennent 25% de tout ça à l'échelle française, on va leur donner 4 milliards de baisse d'impôts. Ce qui est hallucinant. C'est un petit nombre, c'est 1% de la population. C'est un petit nombre d'individus qui on donne 4 milliards de baisse d'impôts. Et pourquoi on leur fait ça? Pourquoi on fait ça? Macron disait parce que ça va relancer l'investissement. Parce que ces 4 milliards de baisse d'impôts, ils vont investir. Bien sûr. Alors, en fait, ils ont surtout acheté des actions en bourse, mais c'est ce que disait Macron. Et là, vous avez eu des éditos, que ce soit sur BFM, sur toutes les radios publiques. Tous les éditos ont dit la même chose. C'est super. Et là, il y a un problème. Alors que dans les économistes, chez les vrais économistes, pas les éditorialistes, les vrais économistes, il y avait un débat pour dire que ça n'allait pas fonctionner. Certains disaient que ça allait fonctionner, d'autres non. Il y avait un vrai débat. Dans les médias, le matin, à l'heure de grande écoute, tous les éditos ont dit que c'était super cette réforme. Et c'est pareil pour le CICE, c'est pareil pour la réforme des retraites. Et c'est là qu'il y a un problème. C'est-à-dire que si aux heures de grande écoute, tous les économistes disent la même chose, les gens qui voient pas la différence entre un éditorialiste, pas la différence entre un vrai économiste, se disent « Ah ben il y a des consensus en économie, c'est la seule façon de faire. » Alors que dans la science économique, c'est faux, il y a des vrais débats. Et si vous êtes dans un séminaire d'économie, vous voyez que les économistes, ils se disputent. Oui, donc c'est la télé donne. Ouais, pourquoi la télé montre la télévision déformée? Je pense qu'il y a une vraie. Déjà, la plupart des gens qui parlent à la télé ne sont pas des économistes. Il faut dire la vérité, ils n'ont pas fait d'études d'économie. Il y a des directeurs de think tank où ils n'ont pas fait d'études, ils n'ont même pas un master. Donc là, c'est assez problématique. Et puis après, je pense qu'ils défendent un point de vue qui est vu pour certains comme le point de vue centriste, alors qu'en réalité, non, c'est pas le point de vue centriste, c'est un point de vue purement libéral. Là, du coup, on peut aussi parler de bataille des idées, finalement, parce que c'est ce que tu définis aussi un peu dans ton bouquin. Nous, on parle beaucoup de bataille culturelle à l'UMA, pour gagner contre l'extrême droite, etc. Est-ce que pour faire gagner la gauche, on n'a pas meilleur temps de gagner cette bataille des idées économiques, en tout cas d'inverser le rapport de force, plutôt que de gagner cette bataille culturelle? Le combat, il est où finalement? Moi, je pense qu'il faut gagner effectivement la bataille culturelle. Après, il y a plusieurs stratégies qui ont été mises en place. Je suis pas sûr. Moi, à un moment, j'étais très sûr de la mienne. Moi, la mienne, c'était d'aller parler partout. Quand on vous tend un micro, vous parlez partout. Vous avez 5 minutes, vous parlez. Voilà. Et vous adaptez votre discours au temps de parole médiatique, sur les temps de parole courts. Voilà. Moi, c'était ça, et ça a été aussi la volonté des économistes atterrés de peser dans le débat public, et ils ont réussi pendant un moment. Et il y a d'autres économistes, comme Frédéric Lordon par exemple, qui lui théorisaient le fait qu'il fallait pas y aller, il fallait pas jouer ce jeu-là et il fallait faire à part. Je sais pas quelle est la stratégie gagnante, j'en sais rien. Il y a eu de plus en plus de débats qui ont été faits quand même dans les médias, de plus en plus, sur des questions. Souvent on invite un pour, un contre. Bon, est-ce que ça nous a vraiment servi? J'ai du mal pour moi, l'idéologie libérale est encore vraiment dans la tête des gens, quoi. Et même parfois des classes populaires qui sont persuadées que il faut pas trop taxer, que l'impôt ça sert à rien, qu'ils payent plus d'impôts. Parfois même des gens qui reçoivent plus des aides qu'ils ne payent d'impôts sont persuadés qu'ils payent trop d'impôts. Donc on se dit qu'on a quand même échoué sur que par exemple sur les droits de succession, la plupart des Français sont contre, alors que la plupart des Français ne les paieront pas. Il s'agit vraiment des gens qui ont un gros patrimoine et qui a une concentration énorme du patrimoine. Et les gens sont, non, ils sont contre, je veux laisser 50 000 euros à mon fils sans être taxé. Mais tu ne seras pas taxé de toute façon. Donc, oui, on voit bien qu'il y a une idéologie quand même qui est passée. Il y a de l'incompréhension parfois aussi. Et les gens sont pas, c'est aussi pour ça que tu as fait ce livre, parce que les gens sont pas au courant, en tout cas, ils sont pas conscients de tout ça, quoi. L'économie, c'est une science compliquée. Et en fait, c'est pour ça, moi, je pense que l'économie, c'est le partage du gâteau. Ceux qui prennent la plus grosse part du gâteau, ils ont compris qu'il fallait vraiment qu'il y ait des gens qui puissent défendre un système où ils gardent la plus grosse part du gâteau. Parce que ça fait 30 ans, disons-le clairement, ça fait 30 ans que les 1%,
voient leurs revenus augmenter plus vite que le reste de la population. Entre 1950 et 1970, les 1% se sont enrichis. C'est des gens très riches qui pèsent en milliards. Ils se sont enrichis, mais moins vite que le reste de la population. Ce qui devrait être normal. Depuis les années 80, ils s'enrichissent plus vite que le reste de la population. Donc, ils sont déjà très riches. Je veux dire, qu'est-ce que ça sert d'avoir 4, 5, 6, 7 millions en plus quand tu as déjà 30 millions? Qu'est-ce que ça a changé à ta vie de tous les jours? Rien. Mais eux, ils s'enrichissent de plus en plus vite quand les autres s'enrichissent certes, mais beaucoup moins vite. Et ça veut dire que là, il y a un partage du gâteau qui est à leur avantage. Et ils font tout pour garder ce partage du gâteau. Et normalement, c'est à la gauche de s'emparer de ça. Et je veux dire, aujourd'hui, l'économie, c'est chiant. Ça va peut-être faire moins de clics, moins de vues que d'autres questions. Hein. Comme je dis, on est à l'ère des réseaux sociaux. Peut-être que voilà, il y a quand même certains de tes clashs qui font beaucoup de vues aussi. Bah tant mieux, mais je pense moi que les réseaux sociaux ont eu quand même comment te dire, je pense qu'ils ont quand même vachement détourné la question économique sur d'autres questions qui sont beaucoup plus glamour, alors que la question économique nécessite quand même de se poser à un moment et de rentrer dedans. Tu vois, même la BD, elle est très simple, elle est facile à lire, etc. Mais il y a quand même des fois, même des gens qui n'ont jamais fait d'économie, ils m'ont dit j'ai dû relire 2 fois pour me concentrer. On doit se concentrer sur l'économie. C'est de l'économie, c'est pas de l'image, c'est pas des gens qui portent un truc où ils disent c'est pas palpable, c'est quelque chose. Mais voilà, et en fait les gens aujourd'hui veulent beaucoup d'images avec quelqu'un qui va avoir une pancarte Free World, je sais pas quoi, enfin tu vois. Ils veulent des trucs alors que parfois il faut rentrer dans la mécanique parce que la mécanique c'est le partage du gâteau. Et tant que tu comprends pas la mécanique, bah tu vas te faire avoir sur le partage du gâteau. C'est important d'avoir ça en tête. Mais alors, ouais, mais justement, juste, t'avais une question à... Ouais, vas-y. Là, tout à l'heure, tu parlais qu'il y avait beaucoup d'orthodoxes sur les plateaux télé. Est-ce que ça s'explique pas aussi parce que les médias ils sont de plus en plus phagocytés par les grandes fortunes? Comment on peut fact-checker les discours en économie des médias? Je pense qu'il y a alors je pense qu'il y a bien sûr qu'il y a ça, il y a ça aussi, mais ce n'est pas la seule chose qui l'explique parce que même sur des médias publics, vous avez quand même plutôt des gens, des libéraux. En fait, quand on regarde les économistes vous prenez les chaînes publiques, privées, vous avez des libéraux. Alors moi, je participe au débat, bien sûr. Je vais pas me plaindre et je vais pas dire que j'ai pas voix au chapitre. On me voit, mais globalement, quand on regarde les proportions, hein, ça a été rêvé dans certaines émissions de Blast, etc. La Crimed, quand on voit les proportions, moi sur les éditos du matin, souvent c'est la même pensée, qu'on soit sur le public ou le privé. Je pense qu'il y a aussi une formation dans les grandes écoles. Il y a eu vraiment une uniformisation de la pensée. Il y a encore quelques années, vous étiez formé en France, vous n'aviez pas la même pensée qu'un économiste formé en Italie, qu'un économiste japonais, qu'un économiste anglais, qu'un économiste américain. Aujourd'hui, un mec qui a fait une très grande école d'économie, qui a fait l'école d'économie de Paris, il aura la même pensée qu'un mec de London School of Economics, il aura la même pensée qu'un mec... La pensée s'est uniformisée avec la localisation. Et donc, on n'a même plus de réflexion. À une époque, il y avait quand même des gens... C'est pour ça qu'il y avait plusieurs capitalismes. Il y avait un capitalisme français, il y a eu un capitalisme japonais, il y a eu un capitalisme anglo-saxon. Il y a eu des moyens... On s'est développé de manière différente. On a choisi des voies. Nous, on avait un État stratège, on a développé le rail, etc. Le nucléaire, c'est des choix, en fait, qui ont été faits, des choix politiques. Et d'autres pays l'ont pas fait. L'Italie ne voulait pas de nucléaire. Les États-Unis n'ont jamais développé le rail. Il y avait vraiment une volonté. Aujourd'hui, il y a une uniformisation, il faut faire la même chose partout. Donc, je pense aussi que cette pensée unique est due aussi à l'uniformisation de la pensée des grandes écoles, en fait. Et aujourd'hui, en fait, quand je lis, moi, des livres d'économistes chinois, d'économistes indiens, il y en a quelques-uns qui sont traduits, c'est eux aujourd'hui qui sont les plus différents. Il y a un ancien politique qui est pas un économiste, mais qui est un intellectuel de sciences humaines, qui a écrit un livre, The Indian Way, où le mec, il t'explique en grosso modo que c'est eux les meilleurs, qu'ils ont compris la voie, que l'Occident est fini. Enfin, les mecs, ils osent y aller. Et je connais, moi, aucun livre qui défendra le modèle social français. Tous les livres, ils te disent que c'est la fin, la France est finie. Et je veux dire, même les éditorialistes libéraux, on dirait qu'ils sont contents que ça marche pas. Tu vois, ils sont hyper contents qu'il y ait une dette, ils espèrent qu'on va devenir comme la Grèce. Il y a un truc de vraiment, au fond, on dirait qu'ils aiment pas le pays dans lequel ils vivent. Non, mais il y a vraiment un truc. Et d'ailleurs, les élites, soit dit en passant, moi, je me souviens quand j'étais jeune, il fallait regarder tout le temps les États-Unis. Puis après, dans les années 2000, il fallait regarder Londres. Alors là, c'était Londres. Puis après, il fallait regarder l'Allemagne. Macron, il arrive, il fallait regarder la Suède. Faut jamais regarder ce qu'on a fait bien et comment on peut l'améliorer. Faut toujours regarder les autres à côté. Donc, il y a un truc un peu, moi, qui amène après à ces consensus qu'on peut voir sur les chaînes, quoi. De ces gens qui sont formés un peu partout, dans les mêmes écoles, quoi. Bah, on a commencé à en parler, on va continuer un peu, parler de ce livre quand même. Alors ça s'appelle L'économie pour les 99%. Première question, c'est qui les 99%? Bah, c'est la majorité d'entre nous. C'est-à-dire, les 1%, en fait, les 99%, c'est tout le monde. Les 1%, c'est ceux que j'ai dit, les plus riches qui ont 25% du patrimoine. Hein. Fallait faire la distinction qui a été faite plusieurs fois. Hein. Je me souviens qu'à Wall Street, quand il manifestait, il dit « nous sommes les 99% ». Voilà, donc on a repris ça. Les 99%, ça veut dire nous tous. Et quand je dis l'économie pour les 99%, c'est l'économie adressée à tous, donc accessible, facile, mais aussi l'économie au service de la majorité.
Et donc il y a une dimension pédagogique évidente dans ton livre, parce que tu expliques de manière très accessible comment ça fonctionne, la dette publique, le CICE, l'énergie, les énergies renouvelables, la crise grecque, etc. En quoi c'est important pour toi de mener ce travail de vulgarisation de l'économie? Moi, j'ai fait des essais avant, les essais sont lus comme d'autres, mais je me disais, l'économie, c'est une science compliquée, comme je l'ai dit. Même moi, parfois, je rentre le soir, vous tapez un gros livre d'économie, ça pèse sur vos épaules. Là, donc, je me suis dit, comment on peut amener les gens à s'intéresser à ça, une porte d'entrée. Et il est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui aiment les BD, que ça parle mieux, parfois une image parle mieux qu'un long discours. Et donc, on est parti sur cette BD-là. Voilà, et je me suis dit, ça va toucher peut-être un autre public qui n'a pas envie de se taper forcément un essai le soir. Et c'est une porte d'entrée pour aller après plus loin. Tu me disais un truc assez inquiétant en préparant l'émission, parce qu'il y a quelques années, tu as sorti un livre qui s'appelle, c'est le traité d'économie hérétique, qui a très très bien marché. Je crois que tu en as vendu 60 000 exemplaires, ça a été traduit dans plusieurs langues. Mais c'était donc en 2018, c'est ça? Et tu me disais tout à l'heure, aujourd'hui, je pourrais pas le refaire. Enfin, t'as l'impression qu'il y a plus de place aujourd'hui pour des bouquins d'économie qui marchent vraiment? L'économie n'intéresse plus personne. Là, franchement, je pense que 2017, il y avait eu cette percée de Macron qui avait fait sa campagne sur de l'économique. Il avait dit c'est l'économie qui va tout régler, la Startup Nation, les questions d'immigration et tout. Il n'y en avait pas du tout dans sa campagne. C'est vraiment l'économie. Et en face, d'ailleurs, la gauche aussi parlait beaucoup de l'économie. Et puis, c'était au moment où la gauche avait trahi sur les questions économiques, notamment avec le CICE, avec la loi travail. Oui, sous François Hollande. Sous François Hollande, tout à fait. Sous François Hollande. Donc, la question économique était au cœur quand même des débats. Et puis, maintenant, alors, ça peut remonter au moment de la réforme des retraites. Mais globalement, les dernières campagnes, alors elle est un peu particulière, notre campagne la dernière fois, parce que c'était après le Covid, mais on a parlé finalement très peu des questions économiques. Là, c'est revenu un peu avec les législatives, mais la question économique en elle-même n'intéresse plus le citoyen, parce que le citoyen aujourd'hui, il veut savoir faire quelque chose. En fait, moi, quand je faisais des conférences avant, je m'en souviens, les gens me disaient, c'est génial, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je dis, il faut militer, il faut s'engager dans des partis, voilà, parce que la solution est politique, il faut militer quand on est contre, voilà. Mais aujourd'hui, en fait, ils veulent avoir vraiment quelque chose à faire de concret. Quand tu dis à quelqu'un, oui, boycotte telle marque, il a quelque chose à faire, il est content. Quand tu dis à quelqu'un, oui, achète que les produits bio, il a quelque chose à faire. Quand tu dis à quelqu'un, t'as une application pour voir s'il y a tant de nutriments, de machin truc dans ils ont quelque chose à faire. Donc les gens aujourd'hui veulent avoir des choses à faire. C'est pour ça que toutes les vidéos qui sont basées sur du personnel, même sur l'économie, comment investir, comment placer, ça cartonne, parce que les gens ils veulent. Et ce qui est dingue aujourd'hui, c'est que, mais même sur le climat, le climat, pratique. mais ouais, même sur les questions climatiques, en fait, aujourd'hui, les gens ils veulent avoir un truc. Alors je prends du vélo, j'achète des marques made in France, je prends plus l'avion, ils veulent être acteurs du truc, et je les comprends en se disant oui, je vais être acteur du truc parce que si j'attends les politiques, ils nous ont tellement trahis. Mais en même temps, on peut pas être dans un système où en haut on déréglemente tout pour qu'in fine ça repose sur l'individu, c'est pas possible ça. Et donc c'est le en haut qu'il faut discuter. Et l'en haut c'est l'économie, c'est les règles économiques. Et là les gens, j'ai l'impression que ils ont l'impression que ça changera pas. Et je les comprends moi parce qu'ils se sont tapés Sarkozy, gauche ça devait changer, ça n'a pas changé, ça a été encore plus loin. Macron ça devait changer, ça a été encore plus loin. Donc on a eu en fait soi-disant une alternance, on a eu le même modèle économique pendant 10 ans. Donc les gens ils sont persuadés maintenant que c'est fini quoi. C'est fini, alors que ça n'est pas fini. Alors c'est marrant, tu dis on parle plus d'économie, et en ce moment j'ai l'impression qu'on ne parle que de ça, peut-être qu'on en parle mal, on parle de dette publique en ce moment du matin au soir. C'est quoi le problème dans ton livre, tu donnes 10 principes d'autodéfense contre la pensée dominante. Principe intellectuel. Bien sûr. Qu'est-ce qui t'agace le plus, toi, quand tu allumes ta télévision et que tu entends parler d'économie? C'est quoi les phrases qui t'agacent, les pensées qui reviennent en boucle et qui t'agacent le plus? Quand on fait de l'économie, il faut se poser une question. À qui cela profite? Chaque fois qu'il y a une réforme, à qui cela profite? Tu vois, pourquoi, à qui cela profite? Et en fait, moi, quand j'allume la télé, là où j'en peux plus, c'est que, alors, on tape constamment sur les fonctionnaires. Je veux dire, constamment. Alors qu'on a quand même eu le Covid, où là, on était en train de les applaudir, les hospitaliers par la fenêtre. On a dit merci aux profs. On a dit, en fait, c'est dur de donner des cours à des enfants tout seuls. Heureusement que les profs sont là. Et maintenant, on retape dessus. Alors là, il y a une plasticité. On retape constamment sur les fonctionnaires. Et on nous dit toujours constamment, on dépense trop, quoi. On en a trop profité. On a l'impression, notre dette a augmenté très fortement à deux moments. À la crise de 2008, crise des banques, d'accord, et après le Covid. Donc, il y a eu deux crises majeures. Et ce qu'on nous explique à chaque fois pour rembourser la dette, c'est qu'on a l'impression que les profs étaient payés 10 000 euros par mois, qu'on vivait tous au-dessus de nos moyens. C'est faux. Voilà, c'est faux. Voilà, on a l'impression de ça. Et au final, on dit, vous avez été trop gâtés.
Mais en fait, nous, on n'a pas été trop gâtés, et surtout dans le dernier quinquennat Macron. Macron, en fait, il a gâté très fortement les grandes entreprises et les très riches. Il y a eu 40 milliards de baisse d'impôts ciblés majoritairement sur eux, avec la flat tax, l'ISF et la baisse de l'IS. Et ça explique la moitié quasiment. Yes, l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés, et qui a profité majoritairement aux grosses. Hein. Et soit dit en passant, le CAC 40 a 1200 filiales dans les paradis fiscaux. Il faudrait peut-être voir ce qu'ils y font. Parce que là, il y a de l'argent à récupérer. 40 entreprises qui ont 1200 filiales dans les paradis fiscaux. Énormissime. Mais on parle de fraude sociale. Retenez donc, si là vraiment elles y sont pour vendre, je sais pas moi, de l'essence ou autre chose, pourquoi pas. Mais si elles y sont et qu'elles font rien, c'est que les multinationales aujourd'hui elles produisent là où le coût est pas cher, elles vendent là où il y a de la demande et elles payent leurs impôts là où il n'y a pas d'impôts. Donc ça aussi c'est plus possible. Donc il y a peut-être des choses à aller chercher, mais une partie du déficit s'explique par ces baisses d'impôts et à la fin on va aller les rattraper sur l'éducation, 6000 postes en moins, c'est pas possible. L'éducation c'est une dépense ou un investissement. Là on est à Saint-Denis ici. Saint-Denis, il y a une grosse partie de la population qui est plutôt sous le seuil de pauvreté. C'est une population plutôt jeune dans le 93. L'ascenseur social, le premier, normalement, on se dit c'est l'éducation. Si on retire des postes de profs, on supprime l'ascenseur social. Et après, on s'étonne, l'économie informelle, les trafics en tout genre augmentent. Si tu casses le premier ascenseur social, comment tu veux que les gens ils se rabattent pas ailleurs? Non, mais il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Les politiques macroéconomiques sont très importantes. Et quand on entend le ministre de l'économie dire, il a dit ça très récemment, il faut taxer moins et travailler plus. Est-ce que tu as envie de répondre à cette phrase qu'on entend quasiment tous les jours depuis 30 ans? Voilà, c'est ça qui est dingue. C'est là, c'est ce qui est dingue, c'est que ça a été. Moi, il y a un truc qui m'interroge quand même, c'est que, en fait, ces phrases, elles sont sorties depuis 30 ans. Elles ont souvent été contredites, prouvées par X, Y raison, parce que les Français ne travaillent pas moins que les autres. Quand on prend tout le travail en cumul d'heures, profession indépendante, etc., et finalement, on passe parfois même au-dessus de certains pays européens. D'ailleurs, quand on regarde les données de l'OCDE et de l'Eurostat, c'est pas les mêmes. Donc, vous voyez, les gens, ils utilisent les données qu'ils veulent pour nous dire qu'on est feignant. Alors, c'est beaucoup plus compliqué que ça, en réalité. Donc, ça, c'est la première des choses. Et je veux dire, baisser les taxes, c'est ce qu'il a fait, lui. Il a baissé les cotisations, le ministre qui était sous Macron, il a baissé les impôts, et on est dans cette situation-là. Donc, le mec, il a un bilan, il a un passif. Et il est en train de nous faire la morale, alors qu'il a un bilan, un passif. Donc, non, et je veux dire, ce qui est dingue, c'est que ces phrases, elle continue, je veux dire, là, il a sorti cette phrase, je pourrais être invité à un débat demain, on va me dire, alors, est-ce que c'est vrai que les Français ne travaillent pas assez? Et ce débat, je l'ai fait à peu près 50 fois depuis 10 ans, et on est toujours, et parfois j'ai l'impression, une fois, il y a une émission qui m'a appelé, qui m'a dit, oui, il y a Macron qui est à Versailles, on veut faire une émission sur les grandes entreprises, les incitations qu'il a fait, Macron, et ce grand Raoult qu'il fait à Versailles avec les grands chefs d'entreprise au niveau mondial. Et j'avais fait le même débat avec les mêmes personnes en 2017. Ouais. Et j'ai dit, mais c'est pas possible, là. J'ai cru que c'était un canular quand ils m'ont appelé. Et en fait, non, ils t'appelaient pour refaire le même débat. Et c'est... Et tu réponds quoi, du coup, à ce moment-là? Tu y vas et puis tu ressors les mêmes arguments. C'est un peu chiant, mais en même temps, je me dis, le bourrage de crâne fonctionne. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce qu'il fonctionne pas que d'un côté, ce bourrage de crâne? C'est ça que je me dis. S'il a fonctionné d'un côté, il peut fonctionner de l'autre, non? Oui. C'est-à-dire que, non, mais c'est ça. C'était ma théorie. Alors après, vu qu'on perd tout le temps, puisque finalement, on voit où on en est, on est la même. Donc, on perd quelque part tout le temps. Mais la vérité, c'est qu'en face, c'est un bourrage de crâne. C'est un bourrage de crâne avec une force de frappe financière énorme, avec une occupation du terrain énorme. Et donc, je me dis, de l'autre côté, il faut aussi faire du bourrage de crâne. Et il nous faut quoi, un milliardaire de gauche? Je pense que moi, je cracherai pas sur l'argent d'un milliardaire de gauche. Je sais qu'il y a des puristes parmi ceux qui nous écoutent qui pensent qu'on peut tout faire par coopérative. Moi, je pense que je pense que la révolution, elle doit se financer. Et donc, l'argent, quand on le trouve à gauche, je sais pas, Mathieu Pigasse, là, s'il nous entend, on a besoin d'amis. On peut lancer des révolutions. Parce que en face. Alors, va falloir définir ce que c'est qu'un milliardaire de gauche, quand même. Hein. Non, je sais. Non, mais d'autres. Mathieu Pigasse rentre dans cette définition. Non, mais je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme milliardaire de gauche. Il paraît qu'il y en a quelques-uns. Il se cache, hein. Ouais, il se cache. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-uns. Mathieu Pigasse, il avait appelé à voter le NFP. Je trouvais ça plutôt sympathique de sa part. Courageux. Donc, s'il peut financer quelques médias de gauche ou des... Il n'est pas milliardaire, Pigasse. Non, mais, et quelqu'un qui répond, c'est bien de fact-checker en direct, c'est vraiment l'avantage de. Il est peut-être juste multimillionnaire. Hein. Ou des écoles de gauche, des mecs qui ont forme. Il y a plein de trucs. Il y avait une question derrière là-dessus. Est-ce qu'il ne faut pas supprimer les grandes écoles? Puisque du coup, elles permettent d'uniformiser la pensée. Non, parce qu'il y a. Non, je pense pas. Je pense que. Non. Après, il
ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait un enseignement beaucoup plus pluraliste. Mais c'est ce qui se passe dans certaines facs américaines. Hein. Il y a dans certaines facs américaines, vous avez même dans des facs anglo-saxonnes, vous avez quand même parfois par exemple, il y a une chaire marxiste en Afrique du Sud. Il y a un professeur qui est professeur à Londres que j'aime beaucoup, que vous connaissez, qui s'appelle Achun Chang, qui est professeur, tu vois, qui est excellent, tu vois, qui est dans le mode. Donc vous avez quand même des mecs. Mais c'est très, enfin, je te coupe, pardon, parce que tout à l'heure tu parlais de la London School of Economics, qui est effectivement une grande école en Angleterre, mais qui a produit des pensées, enfin des cerveaux extrêmement brillants et assez progressistes. Je sais pas, Naomi Klein de mémoire, je crois qu'elle a fait cette école. J'ai l'impression que c'est surtout en France, tu vois, qu'il y a quand même une uniformité idéologique dans les grandes écoles. Tu vas à HEC, par exemple, c'est terrifiant quand tu regardes l'enseignement. La question est peut-être pas totalement débile, en fait, c'est de dire, bah, on en finit avec tout ça pour faire quoi? Il reste à définir quoi, mais en tout cas, on essaie de sortir de ce cercle. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, quand même, à Sciences Po, il y avait Généreux aussi, qui était très bon. C'est vrai. Il y avait, mais après, les mécanismes de publication font que quand même, tu as quand même toujours une espèce de... Comme aujourd'hui, la publication académique est très importante, et que la publication académique, elle reste quand même très orthodoxe, hein, de manière... C'est-à-dire que on part du principe que bon, on a des données, on fait travailler des données, mais qu'il n'y a pas de remise en cause du système tel qu'il est. Ce qui n'était pas le cas d'économistes qu'on avait avant. Moi, je repense à Pierre Salama, que vous avez bien connu, hein, Pierre. Peut-être vous avez Pierre Salama, un ancien économiste qui était sur l'Amérique latine, qui est décédé, qui était dans mon jury de thèse. Bah, lui, il avait une vraie pensée hétérodoxe, quoi. Vraiment, ça allait loin, c'était important. Et il était professeur des universités. Bon, il était prof à Villetaneuse, mais c'était une star en Amérique latine, une grosse star. Et je suis pas sûr qu'aujourd'hui, je veux dire, une fois que cette génération elle part, petit à petit elle est en train de partir, je suis pas sûr qu'on ait un renouveau. Alors il y en a quelques-uns chez les économistes atterrés, hein, vraiment. Mais je suis pas sûr qu'on ait des mecs qui aillent aussi loin qu'à l'époque. Parce que malgré tout, il y a une uniformisation, quoi, et que ça gagne. Même si on a des pensées hétérodoxes, on reste quand même dans un système, quoi. Donc il y a un retour en arrière, ce que tu décris quand même, globalement, dans la pensée économique. Non, sur l'amplitude des débats que nous connaissons aujourd'hui, on n'est plus dans les amplitudes de débat qu'il y avait dans les années 70-80. C'est-à-dire qu'à un moment, à cette époque-là, ils pensaient que tout était possible. Puis il y a eu la chute du mur de Berlin, il y a eu ce qui s'est passé en URSS, il y a eu tout un tas de choses qui fait qu'aujourd'hui, les amplitudes sont un peu réduites. Il y a quelques intellectuels comme Lordon qui portent ça, vraiment. Mais après, je suis pas sûr que dans la tête, enfin, dans ce que veulent les gens, même des classes populaires, il y a cette volonté tellement, ils veulent, moi je pense surtout qu'on améliore leur quotidien. Je suis pas sûr que des gens aient envie d'aller aussi loin qu'une sortie de l'euro, des choses comme ça. Je pense qu'ils veulent qu'on améliore leur quotidien. Et pour améliorer leur quotidien dans le cadre que nous connaissons aujourd'hui, eh ben, c'est le partage du gâteau. C'est comment tu partages la création de richesse mieux et comment même tu peux après, en aval, mieux redistribuer. Question. Donc c'est la hausse des salaires peut-être directe, ou c'est la redistribution après. Mais tu as un vrai débat à avoir là-dessus, ce qui serait un débat finalement dans le cadre. Oui. Mais comment tu partages le gâteau quand en face, ils ont envie de le garder pour eux? Enfin, tu as quand même un patronat aujourd'hui qui est quand même assez virulent. Quand on parle de partager le gâteau, d'augmenter les salaires, ma question c'était vraiment, parce que partager le gâteau, ça fait évidemment qu'il faut le faire, mais il y a quelque chose qui relève un peu de l'incantation. Tu vois, concrètement, comment est-ce que tu partages le gâteau quand en face, tu as des grands patrons qui disent, bah, on n'a pas envie d'augmenter les salaires parce que ça nous plaît pas. Comment est-ce qu'on crée le rapport de force pour dépasser le stade de l'incantation? Alors, je te pose la question, t'es économiste, t'es pas responsable politique. Ouais, mais le rapport, déjà, c'est vrai que le rapport, il est quand même politique. La solution finale, elle est politique. Après, il faut bien voter. On l'a vu, il y a eu des gros débats au moment de la dissolution, des énormes débats, où on a vraiment vu que le patronat préférait le Front National, le RN, tout à fait, que le programme de gauche. Ça, on l'a vu, ils l'ont quasiment dit ouvertement, ils ont sifflé les dirigeants de gauche quand ils ont été voir le MEDEF. Les gens, tous, ont dit que le programme de gauche était irréalisable. Enfin, il fallait vraiment, alors qu'il était soutenu par des économistes de renom. Vraiment, la liste qu'il a signée était des économistes. Non, moi, je l'ai pas signé parce que je suis neutre. Je suis neutre. Voilà. Mais neutre, mais tu dis que la bataille, elle se gagne politiquement. Oui, mais en fait, il faut, enfin, bien sûr qu'elle gagne politiquement, mais dans le sens où je suis neutre, c'est-à-dire que si je commence à soutenir un parti, après, je suis invité comme un homme politique. Donc, je suis plus invité comme un expert. Donc, moi, j'estime. Et puis, mon rôle, moi, c'est de fournir de la matière à réflexion. Après, je comprends qu'il y ait des économistes qui aiment bien signer. Je l'ai fait à certaines époques. Maintenant, ça m'intéresse plus trop. Je dis ce que j'ai à dire. Et après, voilà. Mais la solution est vraiment, en tous les cas, la solution est politique. La solution est politique. Donc, il faut y croire. Parce que tu as beaucoup de gens, je pense, qui n'y croient pas. Il y a même des gens qui ont voté à gauche, moi, qui m'ont dit, ouais, je vote parce que je suis de gauche, mais j'y crois pas. Je crois pas qu'ils vont appliquer le programme. Il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas, qui pensent que c'est pas possible, que ce serait une catastrophe. Et puis après, il y a aussi ça. Des gens qui parfois sentent dans leur vie
qu'effectivement, il faudrait plus de redistribution, un meilleur partage, mais qui ont l'impression que ça va être la catastrophe après, parce qu'on n'arrête pas de leur dire que si on fait ça, c'est la catastrophe, tout va fermer, on financera plus les retraites. Et donc, les gens, ils s'interdisent d'aller choisir cette voie-là. Donc, en dehors de l'incarnation des gens que l'on met pour incarner ces mouvements, ces partis politiques qui peuvent être parfois des repoussoirs ou pas, hein, je juge pas ça. Il y a même des gens qui se censurent parfois sur l'idée, qui vont se dire, bon, je vais voter pour lui parce que, mais je crois pas que ça a changé. Et d'autres qui disent, j'aurais voté pour ça, mais comme j'y crois pas, je vais voter plutôt un programme plus centriste. Alors qu'en réalité, il y a des moyens de faire une autre économie. Et toutes les sociétés riches sont développées selon des modèles différents. Il faut le rappeler, ça aussi. Tu parlais de politique, tu disais que tu n'avais pas envie d'être étiqueté économiste de gauche. En même temps, tu t'es engagé à un moment, c'était avec Raphaël Glucksmann, tout à fait. qui est pas forcément, on va dire. Pierre Nouvian. Faut la mettre aussi, faut ça rattrape. Non mais Raphaël Glucksmann, qui a plein de qualités, mais qui est quand même pas l'homme de politique le plus à gauche du spectre, voilà qu'on est. Quel bilan tu retires de cet engagement? Je crois que tu avais adhéré à Place Publique, c'est ça? Tu avais co-créé Place Publique. Ah oui, avec un cap clair. Avec un cap clair. À l'époque, c'était un autre cap. Hein, mais bon. C'est vrai, quel bilan? Je crois que ça n'a pas duré longtemps. Enfin, rapidement, t'as compris qu'a priori, ça allait nulle part. Quel bilan tu tires de cette expérience? Et pour toi, est-ce que du coup, ça signe un peu ton arrêt de mort de ce genre d'expérience? Enfin, voilà. En fait, tous les économistes qui produisent un petit peu des arguments, des argumentaires, qui participent aux médias, ils finissent toujours par intéresser les politiques. Non, il faut vraiment le dire, que ce soit à droite comme à gauche. Nicolas Bouzou, etc. sont les politiques leur tournent autour. Ils aiment bien. Nicolas Bouzou, juste ceux qui économiste libéral, mais même aujourd'hui, par exemple, Michael Zemmour, l'économiste sur les retraites qu'on a vu apparaître, les partis politiques vont le chercher, ils aiment bien, ils l'invitent à leur journée d'été. Quand vous êtes, et moi j'ai commencé sur mes premières prises de position, c'était sur la question des gaz de schiste. J'avais écrit un petit truc, j'avais écrit un truc sur Total, un truc sur le gaz de schiste. Donc moi, les partis des écolos m'aimaient bien. Ils ont commencé à m'inviter. Toi, t'es content au début, t'es jeune, tu fais des trucs qui ont une portée politique. Cécile Duflot t'appelle et te dit, ça m'intéresse ce que tu me dis, viens déjeuner, j'ai envie de discuter avec toi. Et après, Cécile Duflot, elle m'a dit, écoute, j'aimerais bien que tu sois mon économiste et tout. Moi, je dis, bon, pourquoi pas, ça m'intéressait plutôt parce que je la trouvais sympathique et que c'était une personne que j'appréciais comme ça humainement. Tu te lances là-dedans, mais tu t'en... Et puis après, tu rencontres des gens, Hamon vient te voir. Alors, la France Insoumise serait venue me voir à l'époque de 2017. Peut-être que j'aurais, mais ils s'étaient pas venus me voir. Ces questions-là, les intéressaient moins. La question peut-être écologique à l'époque, je sais pas. Mais ils sont pas venus. Hamon est venu. J'ai fait 2-3 fiches sur la transition écologique. Après, vous êtes dans un écosystème. Et un jour, c'était, je crois, Jadot nous avait réunis avec Glucksmann, mais d'autres, Claire Nouvian et tout. Et ils voulaient peut-être qu'on fasse une liste pour les européennes. Moi, je savais pas trop. Et après, on a discuté avec Claire Nouvian et Raphaël Glucksmann. On a dit, bah, tiens, si on se disait, bon, on est un peu différents, mais quand même, l'attelage pouvait se tenir sur un truc un peu sympa. Et on a lancé ce parti. Et en fait, on l'a lancé, mais à l'époque, bon, il y avait pas les contextes géopolitiques. Tout était différent. C'était vraiment un truc plutôt anti-Macron. Et quand on l'a lancé, il y a eu un effet un peu, il y a eu du succès. C'est-à-dire que on a eu des locaux, on a eu des adhérents rapides, 20 000 adhérents, des gens qui venaient vers nous s'engager. Donc là, tout de suite, tu dis tiens, il y a un mouvement qui se crée et on remplissait des salles. On a rempli à Montreuil une salle, il y avait 700 places, il y avait 1000 personnes dehors. Après, on a été à l'Élysée-Montmartre, il y avait 1200 places, il y avait 1000 personnes dehors. On remplissait. Donc quand tu remplis, partout où on allait, on remplissait les salles. Donc là, tu remplis, tu te dis. Alors, t'y crois en fait. Alors je voyais bien qu'on avait des différences notamment sur les questions européennes. C'est-à-dire qu'il y avait une partie sur l'Europe où lui, moi c'était vraiment on change l'Europe à l'époque des Varoufakis et tout, tu vois, vraiment on change. Et c'était pas la sortie de l'euro, mais on change l'Europe. On sort des traités et tout, on change dedans. Et lui, c'était l'Europe comme point final. On sentait qu'il y avait quand même voilà. Il est très européiste. Là maintenant, il est maintenant complètement. Et même Aurore Lalucq qui l'a rejoint quand je suis parti, qui a été élue, qui est une économiste quand même brillante. Elle est plus européiste qu'européiste. Maintenant, une fois que t'es dedans, je pense que je sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a un truc qui doit se passer. Mais à l'époque, il l'était. Mais tu vois, il pouvait discuter avec un Varoufakis, un truc comme ça. Donc, il était quand même dans un truc un peu quand même de critique. Maintenant, il n'y a plus aucune critique. C'est-à-dire que l'Europe, il oublie il n'a pas compris que 2 tiers des délocalisations, c'est en Europe. Et visiblement, donc tu peux rester souverainiste dans l'Europe, mais perdre des usines, ça, il n'y a pas de souci. Oui, il y a des choses comme ça. Il n'a pas compris que dans l'Europe, il y avait des paradis fiscaux. Enfin, il y a des trucs comme ça, moi, donc dire que l'Europe, tout va bien. Enfin, quand on voit l'architecture de l'Europe, ça va pas du tout bien. Tu vois, il y a un truc à refaire là-dedans. Et il faut qu'un homme d'État, il ose y aller, quoi. Voilà, mais donc on a tenté ça, et puis après, moi, quand il s'est allié avec le PS, j'en suis sorti. Alors que j'aurais pu
finalement y être et peut-être que je serai député. J'en suis sorti et puis maintenant la politique m'intéresse plus. Parce qu'il y a beaucoup de temps, vous savez, en politique, il y a énormément de temps pour convaincre, faire des courbettes, des machins et ne pas parler du fond. En fait, le fond est un prétexte. C'est pour ça que moi, ça me fait trop rire leur NFP, honnêtement. C'est-à-dire que les mecs, avant les européennes, alors que le FN était élevé avant les européennes, ils ont tous fait leur petit calcul. Ils se sont tous dit, ah bah non, ça sert. Il y a eu quand même cette alliance. Vraiment, enfin, il y a eu la présidentielle. D'accord? Il y a eu la présidentielle. Il y a eu cette alliance de circonstances juste après. Vu de loin, il y avait une volonté quand même de chacun de sauver son poste. Parce que l'alliance, alors là, ils étaient tous en train, ils s'allient. Ils font un score, très bien. Et là, tous les militants de gauche qui regardent ça de loin, qui ne sont pas des militants de parti, sont plutôt pour l'alliance. Ils redemandent l'alliance après. Et là, chacun se dit, ah ben non, vous savez, moi, aux européennes, j'ai plus de place, ça sert à rien et tout. Donc, on ne s'allie pas. Ils y vont comme ça. Et là, sur le plateau, ils commencent à parler, oui, le PS est revenu et tout. Et là, Macron dit dissolution. 2 minutes après, sur le même plateau, ah oui, l'alliance. Et là, ils sont d'accord sur tout, sur le programme en 2 secondes, etc. Ils se font une alliance en 3 jours. Et là, est-ce qu'elle n'était pas nécessaire comme ils ont fait la serre. Mais c'est assez marrant. Face à quand même l'extrême droite qui est au port du pouvoir. Est-ce qu'il n'y avait pas une impérieuse nécessité pour la gauche, quelles que soient ces différences, qu'il faut pas minimiser, t'as raison, à s'allier parce que, en face, la menace était bien plus grave que ce qui les divisait eux. Que Manu Max. Ouais, non, mais bien sûr, mais aussi, on peut pas enlever la stratégie individuelle de sauver son poste, parce que sinon, tu as un peu de vision contracyclique et de long terme, tu vois, en amont pour faire les choix qu'il faut. Là, le FN, la dynamique, elle était là depuis au moins 5-6 mois, la dynamique de Jordan Bardella. On la voyait arriver quand même, on n'a pas été surpris des résultats, tu vois. Donc les mecs, à un moment, se dire qu'une liste d'alliance, et tu vois, c'est qu'avant, ils ont fait leur calcul de parti. On va en placer tant. Notre parti doit vivre, et sinon il va se finir. Alors, pourquoi pas, hein. Mais quand on est un militant de gauche qu'on regarde ça de loin, moi je comprends qu'on soit C'est intéressant parce que tu dis que la solution elle est politique, mais tu nous dis que les politiques, ils sont, je vais pas caricaturer, mais presque tous pourris finalement. Non, je dis pas ça, mais tu vois, en fait, mais c'est comme tout, hein. Moi je pense que par exemple la solution c'est l'État stratège, mais effectivement pour qu'il y ait un État stratège, il faut un stratège à la tête du pouvoir. Et là c'est une autre question. Là effectivement la solution est politique, mais c'est vrai que parfois quand on est en politique, on est dans des stratégies. Mais plein de gens le disent parfois, qui sont des stratégies de parti qui peuvent être déconnectées parfois des besoins. On a la stratégie de parti, de rapport de force entre partis, parfois même de concurrence interne entre personnes de gauche. Là, tous ceux qui veulent aller, vous avez vu le nombre de gens qui veulent aller présidentielle à gauche là? On peut les lister. Glucksmann, Ruffin, Mélenchon, Roussel, je pense. Je pense que Marine Tondelier, ça doit la chatouiller. Peut-être Rousseau aussi. Ça quand même fait. Enfin, je pense, hein, j'imagine. Mais ça en fait quand même énorme. Ça en fait quand même beaucoup. Et puis chacun avance son truc. Il a raison, Pierre-Antoine. Est-ce que c'est pas démagogique finalement ce que tu fais, c'est-à-dire de taper sur la gauche en disant c'est que des carriéristes qui pensent qu'à leur place? Non, j'ai pas. Alors, je force le trait volontairement. Alors qu'en même temps, tu expliques quand même justement que la solution est politique et donc a priori plutôt à gauche. La solution est politique et à gauche, bien sûr, ça c'est sûr. Mais après, il y a des blocages. Moi, je pense des stratégies de court terme qui sont liées à de l'obtention de postes qui parfois déconnectent les politiques des objectifs profonds pour lesquels ils ont choisi d'être politiques. Voilà. Moi, hier, j'ai vu une émission sur les journalistes sur la France 5 hier, où ils interrogeaient un mort à Rachid Larèche de Libération, qui explique qu'il a vécu avec les politiques, qu'en fait, ce qui l'intéressait à un moment, c'était ce qu'allaient dire les politiques, la petite phrase de petit machin, et que maintenant, il a arrêté et qu'il était sur les gens, uniquement les gens, et il va voir des retraités, des gens qui ont perdu leurs parents juste après la retraite, et qui mesure comme ça la déconnexion qu'il y avait entre le politique et les vrais gens. Et ben, c'est ça, moi, que je dis. C'est-à-dire que parfois, des stratégies de court terme qui t'obligent à avoir un poste, qui te font faire des alliances après des défaites électorales, juste pour conquérir ton poste, plutôt que d'anticiper un petit peu avant l'alliance pour pouvoir gagner, et ben, empêche effectivement que puisse un jour être appliqué un programme de gauche, voilà. Et est-ce que un programme qui changerait le rapport de force. Moi, je voulais juste revenir un peu sur ton rapport aux médias parce qu'on en a un peu parlé tout à l'heure. Il y a un moment où tu as fait le choix d'aller beaucoup à la télévision. Ouais. Y compris dans des émissions, je revoyais tout à l'heure un clash que tu avais eu sur les grandes gueules de RMC. Génial. Avec Mehdi Guézard. Ouais. Mais alors, on peut pas le regarder parce que ça bug, mais c'est dommage parce que je vous invite. Ça volait. Mais non, mais il y a quand même une vraie question derrière. C'est est-ce que tu penses que c'est vraiment utile
d'aller te castagner avec des gens qui sont quand même plus là pour enchaîner des punchlines que pour débattre du fond? Ou est-ce que t'as pas un peu l'impression quelque part de perdre ton temps? Alors, je vais te dire un truc. Il y a des fois, oui, on a cette impression-là, on se dit. Et aujourd'hui, j'en refuse beaucoup des médias parce que j'ai mon fils. Parfois, on t'appelle, on te dit oui, tu veux venir. En plus, les médias importants, c'est marrant, ils sont avant 9h le matin, donc c'est là où t'as ton fils, parce qu'il va à l'école à 8h30, et après 17h, là où tu récupères ton fils, tu vois. Et donc c'est quand même difficile. Donc il t'invite toujours à ces moments-là, et moi, parfois, j'y vais pas, je suis fatigué parce que tu te tapes une demi-heure de transport pour 15 minutes, même 15 minutes, je suis large. Parfois 5 minutes de télé ou 10 minutes de télé, d'un débat, et tu rentres chez toi. Et donc maintenant, je pense qu'il y a d'autres qui doivent prendre le relais, d'autres jeunes, ça les intéresse, tu vois, de faire ça. Mais moi, maintenant, je suis de plus en plus vieux, donc ça, j'en fais moins qu'avant. Mais tu sais, sur les grandes gueules, c'est marrant que tu me dises ça, c'est que il y a un auditeur un jour qui a appelé, et moi, je le vérifie aussi ailleurs. Je parle de l'auditeur au début. Il y a un auditeur qui a appelé, qui a dit, voilà, moi, je suis de droite, très clairement. Mais il me dit, voilà, il a dit ça à l'antenne. Je suis de droite, j'aime pas du tout Mélenchon. C'est ce qu'il a dit, le mec. D'entrée de jeu, il a dit, je peux pas me le voir et tout. Mais il a dit, voilà, moi, je vous écoute tout le temps. Et effectivement, ça fait un an et demi que Porcher est là. Et il m'a convaincu sur des trucs. Et là, je me suis dit, tiens, tu vois. Et là, l'autre fois, j'ai été à Foot Locker acheter une paire de chaussures à mon fils. La vendeuse du Foot Locker. Pas de marque. Voilà. Pas de marque. Bon, non, non, mais tu vois, j'ai été, comme tout le monde, et la vendeuse, elle m'a dit, ouais, j'adore les grandes gueules, je te voyais. Et il y a plusieurs fois des gens, en fait, qui ne sont pas dans les milieux intellectuels. Non, mais vraiment, qui sont pas des gens qui lisent Le Monde Diplo, le Figaro, qui regardent, qui écoutent France Inter, qui sont vraiment des gens au basket de. Enfin, moi, là où j'habite, on m'arrête plus pour me dire pourquoi tu es plus aux grandes gueules que pour me dire que tu es à France Inter. C'est hallucinant. C'est-à-dire que France Inter, je touche énormément de monde, 3-4 millions. Je suis hyper content, c'est une belle radio, j'ai le temps de débattre avec Dominique Seux, c'est hyper. J'adore ça. Dominique Seux qui est plutôt, on va dire, mon pendant de droite, quoi. Voilà, mon pendant de droite, libéral, etc. L'orthodoxe. Voilà, mais quand moi j'habite vraiment dans un quartier proche d'une porte, plutôt populaire, et on m'arrête plus pour les grandes gueules en me disant j'ai adoré et j'aime bien que pour France Inter. Donc je veux dire, mon père, moi. Il me dit, lui, mon père, il adore les grandes gueules. Mais il me dit toujours, ouais, les grandes gueules, voilà, tu touchais des gens, etc. Même une fois, j'ai fait une interview pour un magazine qui s'appelait Challenge. Magazine économique. Économique, plutôt libéral. En 2018, très pro-Macron, etc. Et un journaliste m'a dit, et c'est là que il m'a dit, écoute, moi, je suis plutôt Macron. Il m'a dit, je suis plutôt libéral. Nous, on est pensé libéral. Mais il m'a dit, il y a un truc où tu m'as convaincu. Alors, c'était pas dans les grandes gueules, c'était sur les médias. Il m'a dit, sur la dette, tu m'as convaincu. C'est vrai? Il m'a dit ça. Et donc là, je me suis dit, les gens, en fait, quand tu leur expliques bien, calmement, sans prendre, tu vois, j'ai aussi échangé sans prendre trop de postures, avec ce que tu leur expliques techniquement, calmement les choses. Et ben en fait, la plupart des gens ils disent mais il a raison, il a raison. Ils se disent ça parce que en fait on a raison. Gilles Ravaud, les économistes intéressés, on a raison en fait. On a raison. Tout ce qui se passe et qui va mal, c'est des choses qui ont été à l'inverse de ce que nous on prenait. Donc on a raison sur le fond. Et quand on l'explique calmement, je pense que les gens sont convaincus, même s'ils sont parfois de droite, etc. Donc, t'es pas d'accord avec cette pensée? C'est un sociologue qui s'appelle Pierre Bourdieu, tout le monde connaît ici, mais qui a 30 ans a théorisé cette idée, en fait, cette impossibilité pour les intellectuels de gauche d'aller sur les plateaux télé, parce qu'en fait, le dispositif médiatique est tellement cadenassé qu'en fait, tu ne pourras pas exprimer vraiment le fond de ta pensée. On t'interdira de le faire. Toi, tu t'insurges contre cette idée. Tu penses quand même qu'il y a des espaces sur RMC pour aller développer ta pensée. Alors, électoralement, je te dirais qu'on a perdu. Alors donc, moi, je me suis interrogé plusieurs fois sur le fait est-ce que ça servait à quelque chose quand je vois finalement comment on nous resserre toujours la même sauce, on refait les mêmes erreurs. Je dis, est-ce que tout ce qu'on a fait avec les économistes atterrés a servi, ou est-ce que ça n'a fait que conforter les gens qui pensaient déjà comme nous? Donc, je n'ai pas de réponse à ça. Après, moi, je pense toujours que, dans mon expérience purement personnelle, j'ai des gens de toute pensée économique et de toute classe sociale qui viennent me dire parfois que ce que j'ai dit était assez intéressant. Donc j'ai plutôt l'impression que, après, c'est effectivement dans un cadre où il y a un dispositif où tu es minoritaire, où tu es 1 contre 3, les marges minoritaires. Les marges que tu prends, elles sont faibles. Mais en même temps, si tu fais pas ça, qu'est-ce qui se passe? Non, mais aussi, si t'as pas un mec de gauche, tu vois, qui Est-ce que t'as pas peur d'être un peu la caution de gauche de ces plateaux de télé-là? Peut-être, oui, probablement. Ta fonction, entre guillemets, moi, en fait, positif. Après, moi, je m'en fous de ce qui se passe à la télé. Moi, je veux porter un message. Et en fait, je me dis toujours que
t'es sur un BFM TV, t'as 500 000 auditeurs alors ils sont pas tous captifs, parce qu'il y en a, ils sont allumés, ils font autre chose. Mais t'as quand même tu peux toucher un large public. Quand t'es sur France Inter, t'en touches un plus large. Quand t'es sur YouTube, tu touches des publics différents. Donc en fait, moi, le but, c'est d'aller. Après, je suis pas sûr à 100% que ça marche, mais c'est ce qu'ont fait les libéraux en tous les cas. Et je sais pas, c'est sûr. Oui. Est-ce qu'il y a, du coup, il y a des libéraux. Est-ce qu'il y a des médias que tu t'interdis de fréquenter? Est-ce que, par exemple, si demain je dis n'importe quoi, Pascal Praud, je sais même plus s'il est toujours sur CNews, Pascal Praud, il est toujours, mais c'est CNews Europa. Oui, c'est ça, il fait et l'édito de Paris Match. D'accord. Donc, si CNews te propose demain un édito économique dans l'émission de Pascal Praud, alors moi tu seras l'économiste antilibéral du plateau, tu dis quoi? Tu dis et Pascal Praud, il a découvert Clément Viktorovitch. Hein. C'est exactement. N'oublions jamais que Clément Viktorovitch, avant de faire Quotidien, avant de faire France Info, il a commencé chez Pro et chez Ferrari. T'as raison, il déconstruisait. Ouais, donc déjà à l'époque. ça dépend de ce que tu dis. Tu vois, donc moi j'ai pas de. En fait, je t'explique. Un jour, et je l'ai regretté ça. J'allais à l'émission, il y avait Zemmour et Nolo pour présenter mon livre, comme beaucoup d'autres. Et chaque fois que je débattais avec Zemmour, il n'y en avait pas assez, je chantais. Et lui, c'était un homme, Zemmour, qui aimait le débat. Et un jour, il voulait bien m'inviter à sa grande messe sur CNews où il m'invitait une demi-heure en face à face avec quelqu'un. Okay. Et il m'a dit, voilà, je vais t'inviter, tu vois. Et moi, je voulais y aller parce que je me suis dit, et d'ailleurs, il y a une vidéo qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux où au Grande Gueule, il est venu et où il s'est rétamé, enfin, j'en parlerai. Je vous fais la petite parenthèse. Il est venu au Grande Gueule. Zemmour, tu parles. Zemmour est venu au Grande Gueule. Au Grande Gueule. Et moi, j'étais là chroniqueur. Oui. Et je lui ai dit, on vous connaît sur vos positions contre l'islam, contre l'immigration. Mais sur le programme économique, je l'ai lu. Ce que vous faites, c'est du Macron. Vous vous dites que vous allez inventer ça, ça a déjà été inventé par Sarkozy. Et pour le reste, vous faites. Et il était très mal. Parce qu'il était un peu. Et là, il m'a dit non, c'est pas moi qui fais comme Macron, c'est Macron qui fait comme moi. Ouais. Je lui dis mais alors à la fin c'est la même chose. C'est du macronisme. Et donc il était très mal. Et donc tu vois là, je me suis dit tiens, j'ai pu avoir un débat. Et moi à l'époque, avant, quand il m'avait invité en 2018, 2019, même 2020, je crois, c'était en 2020 qu'il m'avait invité pour le livre Les Délaissés. Je voulais y aller parce que j'adore le débat. Et à l'époque la gauche, et vous voyez, la gauche avait théorisé le fait qu'il ne fallait pas aller débattre. Avec la gauche, avec Éric Zemmour. Avec Éric Zemmour, la gauche radicale avait théorisé ça. Donc moi j'ai dit bon, je vais pas faire ça, je vais encore me faire insulter par tout le monde, je le fais pas. Et jusqu'au jour où j'ai vu Mélenchon qui a dit je vais me faire Zemmour, je vais me faire un débat sur BFM TV avec lui. Et d'ailleurs c'était le déclencheur de sa campagne parce que Zemmour il était à 17%, il n'arrêtait pas de cracher sur tout ce qui était immigré et principalement musulman. Et là Mélenchon se dit allez j'y vais, je me le tape 1 heure et pendant 1 heure il y avait un méchant, un gentil. Et je veux dire ça a été Et après, les autres ont fait la même chose, finalement. On se dit, faut aller débattre avec lui. Et c'est là que je me suis dit, en fait, j'aurais dû aller finalement débattre avec lui parce que je suis persuadé que, moi, je suis persuadé que j'aurais été meilleur. Ça, quelque chose. Non, mais que j'aurais même. D'accord que c'est un débat quand même entre candidats à la présidentielle, ce débat qui a eu entre Mélenchon et. Ouais. Là, c'était un débat. Enfin, je pense que c'était un débat entre. On peut en parler, on peut discuter. On peut plus discuter d'ailleurs de l'opportunité. Là, moi, j'aime le débat et ça m'aurait pas. Ça t'aurait pas gêné, toi, demain, de débattre avec Zemmour d'économie, par exemple? Bah non, parce que je suis persuadé que je serais meilleur que lui, mais avec Bardella. Ça, je te... Non mais le truc, c'est ça aussi, c'est que sur ta matière, tu sais, donc j'ai pas de problème là-dessus. Et quand j'ai pu le faire, je l'ai fait. Donc je trouve ça important. Moi, j'ai débattu avec Madame Borne, avec Gabriel Attal. J'ai eu la chance de débattre avec ça. Et sur des plateaux, tu veux dire? Donc Elisabeth Borne sur France Info, Elisabeth Borne sur France Info et Olivia Grégoire aussi quand ils étaient ministres sur France avec Gabriel Attal quand il était ministre du budget dans l'Express. Est-ce que tu as un souvenir d'une fois avec une politique ou un politique où ça s'est vraiment mal passé, même sur plateau ou en dehors? Non, j'ai pas de. Alors, il y a des fois, il y a eu des débats plus nerveux. Non, une fois, j'ai eu avec un journaliste à l'époque où vraiment les mecs étaient comme des dingues sur Macron. Il y a un journaliste, je crois, de l'Express qui a été un peu agressif, quoi. Sinon, un journaliste de l'Express. Ouais. Je me rappelle plus comment il s'appelle. La vidéo avait tourné. Il l'avait repris sur arrêt sur image. Il avait dit. Mais il y a un débat aussi une fois avec Agnès Verdier-Moulinier. Qui est un think tank, qui est sur t'en souviens, sur l'ISF, sur l'ISF. Verdier-Moulinier, donc voilà. C'est think tank qui s'appelle l'IFRAP. Voilà. On est d'accord, c'est une dame qui n'a aucun diplôme d'économie. Donc, elle présente quand même comme économiste. Qui défend des positions très libérales. Voilà. Très libérales. C'est un think tank financé plutôt par le patronat. Et une fois, on a fait un débat sur l'ISF.
Bon, la vidéo a été recoupée, elle a beaucoup tourné sur les réseaux, et c'était un débat qui était salutaire, je pense, qui était très important. Donc, parfois, quand on connaît bien son sujet, c'est important d'avoir des débats. Donc, bon, Pascal Praud, je sais pas si, enfin, on m'a jamais proposé, je pense que je dirais non maintenant, j'ai pu. Mais après, rappelons-nous que quand même Clément Viktorovitch vient de là-bas. Tout à fait. Faut jamais oublier ça.